Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver sur cette antenne dans le cadre de ce rendez-vous de tous les jeudis soirs. Celui-ci commence avec quelques minutes de retard, nous nous en excusons. Le grand salon, 2 fauteuils, un fauteuil pour l'invité et un fauteuil pour le présentateur. C'est encore le format que nous vous servons ce soir pour parler d'une question d'intérêt général. Nous parlons de la défense des droits de l'homme au Cameroun. Nous parlons du travail des organisations de la société civile, des ONG notamment. Nous parlons de leur rapport, ces ONG, avec le gouvernement de la République. Sont-ils des rapports tendus ou des rapports d'entente, de cohésion, d'harmonie? Nous allons essayer de le savoir avec l'invité que nous avons sur ce plateau. C'est une dame à qui nous déroulons le tapis vert ce soir. Je ne vais pas vous donner son nom parce que ce n'est pas mon rôle dans le cadre de cette émission. Nous laissons le soin à Armand Brice Ngomo de nous présenter l'invité de ce soir. A tout de suite. Le grand salon de ce jeudi 21 avril 2022 met en scène un parcours féminin, une femme d'opinion qui prête sa voix au sujet qui lui tient à cœur. De nationalité camerounaise, née à Yaoundé où elle a accompli l'essentiel de son parcours scolaire et universitaire, Cyril Roland de Béchon fait partie de ces femmes qui se battent pour les droits humains. Juriste, consultante, formatrice en droits humains, la directrice exécutive de l'ONG Nouveau Droit de l'Homme Cameroun est adulée par de nombreux Camerounais à qui elle a rendu un sentiment de fierté nationale. Spécialiste de justice transitionnelle et transformation des conflits, ces actions sont chargées de symbolisme. Mais ce qui est sans doute le plus important, c'est l'espoir que cette chercheure en droit de l'homme à l'université de Douala veut apporter aux Camerounais. Cette icône féministe, secrétaire permanente de la coalition des organisations de la société civile pour les droits de l'homme et la paix dans le Nord-Ouest, prouve que certains combats doivent se poursuivre pour que l'égalité devienne enfin une réalité. Son rôle essentiel dans la lutte contre la discrimination et dans la promotion des droits civils, notamment dans le contexte de la prévention, de la paix et de la sécurité et du développement durable, sans oublier ses prises de position contre certains hommes politiques. Cyril Roland de Béchon est une femme engagée dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle. C'est sans surprise qu'en 2017, elle reçoit une distinction honorifique du gouvernement du Canada en reconnaissance de sa contribution remarquable à la promotion et la protection des droits humains au Cameroun. Membre de l'African Working Group de l'International Peace Bureau et point focal Afrique centrale de la campagne mondiale contre les dépenses militaires, Cyril Roland de Béchon est donc à l'avant-garde des mouvements de justice sociale en faveur des véritables changements sociaux qui bénéficient à tous. Elle est auteure et co-auteure de plusieurs articles et ouvrages dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratie. Cyril Roland s'est imposé comme figure de proue de la société civile qui dérange le régime. À travers la trajectoire de cette femme peut se lire celle d'un style. Chez elle, pas de place pour la langue de bois, ni les formules prises de tête. Les mots percutent comme ses idées. Moment de discussion sans phare, mené tambour battant par Joli Koum. Madame, ce soir, vous êtes le centre du monde. Ici, c'est le grand salon, la République des esprits. Bienvenue. Bonsoir monsieur, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Merci de l'intérêt que vous accordez à ce programme et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir en tout cas de partager un plateau avec vous. Ça fait quand même un bon bout, on ne vous a pas vu, donc je suis contente d'être là. Alors, vous avez suivi une présentation qui a faite de vous tout à l'heure par un de nos reporters, ça va? Oui, ça va. Je crois qu'il a rendu très fidèlement ce qu'il a vu à Nouveau Droit de l'Homme, ce qu'il a lu dans nos bureaux. On vous présente de plus en plus comme celle qui défend le mieux les organisations de la société civile, notamment celles qui luttent pour la défense des droits de l'homme au Cameroun. Vous vous reconnaissez dans cette robe-là, Je me reconnais dans la défense des droits humains, pas dans la défense des organisations. Maintenant, c'est clair que c'est dans les organisations que l'on exerce, que l'on met en œuvre les différentes missions liées à la promotion et la protection des droits humains. Et peut-être que si on s'attaque aux organisations, ça nous concerne directement, mais je ne suis pas défenseur des organisations. Je crois que les organisations sont suffisamment structurées aujourd'hui pour avoir un système interne, n'est-ce pas, de protection et de défense face aux
aux difficultés qu'elles peuvent rencontrer sur le terrain. Tout au long de cette émission, hein, on va bien vérifier, parce que nous allons aborder des questions qui vont concerner un nouveau droit de l'homme, dont vous êtes la directrice exécutive, mais également des sujets qui concernent d'autres organisations de la société civile. Et on appréciera, on verra bien que vous pouvez parler aussi bien de votre organisation que des autres organisations quand il s'agit des sujets, par exemple, qui vous mettent d'un côté face à ceux qui sont supposés être vos partenaires. Je veux parler du gouvernement. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de souci à ce niveau parce qu'effectivement, on est aussi appelé à travailler ensemble parce que nous traitons des questions qui concernent le Cameroun. Et on se dit bien que quand ça concerne le Cameroun, on devrait pouvoir dire la même chose parce que les lois ne sont pas différentes d'une organisation à l'autre. Le cadre de développement du Cameroun, il est unique, il est identique. Donc, il est normal que pour certaines questions, voilà, que l'on puisse parler d'une même voix, que l'on puisse d'ailleurs, et puis il faut le dire, on se voit très régulièrement avec plusieurs autres leaders aujourd'hui, que ce soit Mondaveni, que ce soit le REDA, que ce soit Chada, de Boya ou plein d'autres organisations. On pense qu'il est important aujourd'hui, de plus en plus, de se mettre ensemble lorsqu'il s'agit de parler de certaines questions nationales. Alors, pour ceux qui prennent l'émission en cours, c'est bien le Grand Salon. Nous ne parlons pas seulement des organisations de la société civile. Nous n'allons pas simplement nous appesantir sur des questions de rapport, de relations entre les ONG qui défendent les droits humains et le gouvernement. Nous allons parler également dans une partie de cette émission des questions d'actualité, des sujets de l'heure que nous allons aborder avec notre invité. Nous finirons cette émission par le côté jardin qui nous permet d'en savoir un peu plus sur la vie privée de notre invité. Mais nous n'y sommes pas encore. Nous sommes encore à introduire cette émission pour ce qui est de la dorsale principale, notamment la lutte, la défense des droits de l'homme au Cameroun. Et nous voulons donner la parole à certains compatriotes. Savent-ils ce que c'est qu'une organisation non gouvernementale? Quelle est l'idée qu'ils en ont? Comprennent-ils le travail des organisations de la société civile, des ONG qui sont engagées comme Nouveau Droit de l'Homme? Eh bien, c'est dans ce Vox Pop que nous vous proposons de regarder. Je pense qu'ils ne font pas véritablement leur travail parce qu'il ne devrait pas avoir une différence entre les êtres humains. Bon, s'ils sont là, c'est pour l'égalité entre les êtres humains, donc ils ne font pas véritablement leur travail. En dehors de la dénonciation, moi je viens de voir, on parlait de ce qui se passe dans les prisons là et tout, ils dénoncent, mais est-ce que ces organisations vont jusqu'au fond? Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Mais les droits de l'homme, ça ne peut pas être une affaire des ONG seulement. C'est une affaire du gouvernement, des partis politiques, des associations que vous appelez ONG. Et même de la population tout entière. C'est des organisations qui, selon leur but, qui ont un but bien fondé et légitime. Et l'objectif, effectivement, c'est de défendre les droits de l'homme. Partout, peut-être, on peut retrouver des abus et ce genre de choses dont la cause elle est juste. Maintenant, au Cameroun, bon, on se rend compte quand même de plus en plus que le contexte n'est pas toujours favorable ou que ces organisations-là, ce type d'organisation exercent dans notre pays particulièrement. Donc, bon, et vous savez aussi que c'est un sujet qui est vraiment, c'est très délicat par rapport aussi à la posture des pouvoirs publics. Il y a autre chose aussi en même temps, c'est que lorsque ces organisations décident d'exercer, il faudrait qu'elles relèvent exactement, effectivement, ce qu'elles constatent sur le terrain. Parce qu'à un moment donné, on a souvent l'impression qu'elles sont aussi, quelquefois, parfois, je peux dire, instrumentalisées. Donc, bon, je ne sais pas, en réalité, donc, il faudrait que
quelque part aussi, elles fassent ce qu'elles ont à faire et uniquement ce qu'elles ont à faire. C'est-à-dire que si on constate des cas d'abus des droits de l'homme par-ci par-là, qu'elles le fassent exactement et qu'elles montrent. Il faudrait des preuves en fait. Ce que je pense des organisations qui travaillent pour les droits de l'homme, c'est qu'il y a une sorte d'insuffisance dans ce qu'il convient d'appeler les prérogatives dont ils sont assignés au quotidien. Pourquoi? Parce que on a comme l'impression qu'on ressent, on a le ressenti de leur absence auprès des hommes en détresse. Parce qu'il faut également préciser que des abus ont eu lieu domicile dans nos prisons, dans nos commissariats, dans nos gendarmeries et autres, j'en passe. Au point où au quotidien, il ne se passe un seul jour au quotidien qu'on ne parle pas d'un abus. Mais quel est donc le rôle du droit de l'homme? On s'interroge. Même dans nos FMO, il y a ce qu'on a appelé des bureaux sociaux qu'on adjoint à ces gens. Mais on a l'impression que ce n'est que des structures qui sont mises en place pour une plaisance, pour une complaisance d'un certain nombre de choses, mais qui ne passent véritablement pas à l'effet, n'est-ce pas, de ce pourquoi ils sont voués. Nous sommes désolés de remarquer que, je l'ai dit il y a quelques instants, que nos populations vivent vraiment des injustices, vivent vraiment des calomnies, n'est-ce pas, de tous ordres. Mais les droits de l'homme qui sont censés, n'est-ce pas, les assister au quotidien, ne font véritablement pas leur travail. Je dirais d'une part oui et de l'autre part non. Pourquoi? Vous allez remarquer que depuis un moment, il y a un certain ping-pong entre nos États. Par exemple, ici chez nous au Cameroun, entre ces organisations, surtout sur les terrains de guerre et sur certains sujets sensibles. Alors aujourd'hui, on constate que si vous observez avec beaucoup de tact, vous allez constater qu'il y a certaines organisations de droits de l'homme qui sont pro-étatiques et d'autres qui sont du côté du bas peuple, comme on peut le dire. Je prends l'exemple de la crise anglophone. On a eu un certain ping-pong entre l'État du Cameroun et tantôt c'est des organisations de droits de l'homme qui transportent des armes, tantôt eux aussi disent qu'il y a eu là-bas, on a tiré, on a tué des civils, c'est tel dont à un moment donné, on ne maîtrise plus le jeu qui se passe autour de ces organisations. Tenez-vous tranquille, vous voyez un seul instant, on est dans une situation où notre pays en ce moment, nous traversons toutes les crises dont on ne peut même pas énumérer. Parce que partout ça ne marche pas. Et vous aviez tout autour des organisations de droits de l'homme, ceux qui sont là pour la défense de tel, de tel, de tel. Dans nos prisons, c'est grave. Dans les cellules, c'est grave. Maintenant, tu les retrouves facilement sur des terrains où il y a beaucoup d'enjeux économiques. En ce moment donc, ils viennent, puisqu'ils ont des raisons pécuniaires qui viennent de partout, de l'extérieur, et puis ils se mettent au travail, ils pondent des rapports, parfois c'est pas juste, parfois c'est juste. L'État du Cameroun aussi, eux aussi, quand on prend un rapport qui est juste, ils ne se dédouanent pas directement là. Ils attendent et après, quand la vérité arrive, prenez le cas des soldats. Une fois, il y a eu une bourde au niveau du nord Cameroun. Ils ont dit que c'était des Maliens, mais à la fin, on s'est retrouvé que c'était des Camerounais qui ont tué des enfants sur le dos de leur maman. Donc moi, personnellement, ces droits de l'homme ont un rôle important à jouer pour la bonne marche d'une cité comme la nôtre. Mais il faudrait qu'ils mettent un peu plus du sérieux dans ce qu'ils font et que l'État camerounais doit cesser de se plaindre à tous les trous. Parce que c'est derrière ces rapports des droits de l'homme qu'ils vont prendre des crédits, qu'ils utilisent, qu'ils abusent et que nous, on va payer. Nous, nos enfants, nos petits-fils. Et quand on dit la vérité sur ce qui s'est passé sur le terrain, ils deviennent... Et puis, bien sûr, il y a d'autres organisations que c'est l'État qui paye pour qu'ils viennent défendre par-ci, par-là. Je pense que nous devons nous regarder droit dans les yeux, tous ensemble, l'État du Cameroun, ces organisations, et faire des choses comme il se doit, pour que ça nous permette, parce que c'est derrière ces rapports que nous pouvons mieux voir ce qui se passe quand on n'est pas là. Surtout les patrons d'unité dans des commissariats, dans des prisons. Il faudrait que tout cela nous serve de miroir pour pouvoir améliorer le quotidien de notre pays. Alors, quelques Camerounais interrogés sur leur connaissance du travail des organisations de la société civile avec une insistance particulière sur
les ONG. Vous comprenez qu'on pose des questions aux Camerounais et qu'au lieu de parler de la société civile dans son ensemble, qu'ils se resserrent sur les organisations non gouvernementales, notamment les ONG qui s'illustrent dans la défense des droits humains. Vous comprenez ça? Oui, l'actualité aidant. Je crois que je suis d'ailleurs flattée par ce Vox Pop parce que quand même on voit qu'il y a une évolution dans l'appréhension et dans ce que les Camerounais mettent dans le Conseil d'organisation de la société civile. Ça, c'est très bien. Ils s'intéressent aux ONG, ça encore, c'est très bien en ce qui me concerne, parce que je pense que avant, il y avait très mauvaise compréhension. Il y avait assez de préjugés négatifs sur le travail des organisations. Mais là, je vois qu'on a des gens qui commencent à avoir une autre perception du travail des organisations. Et donc, c'est très bien. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il revient sur les ONG? Mais l'actualité aide, parce qu'on sait quand même que ces dernières années, il y a, je ne dirais pas un acharnement, mais il y a quand même une actualité constante qui met en lumière les organisations de la société civile et qui est entretenue, n'est-ce pas, par certains représentants des pouvoirs publics qui essayent à chaque fois de stigmatiser l'action des organisations ou qui essayent tout simplement de trouver des moyens de décrédibiliser ce que ces organisations font. Mais ces organisations sont aussi en lumière parce qu'il y a quand même eu, toutes ces dernières années, un travail exemplaire de ces organisations sur le terrain à travers des rapports crédibles et solides sur les situations de violation des droits humains, à travers des prises de position aussi sur des questions urgentes et sur des questions graves, n'est-ce pas, que l'on vivait, que ce soit dans le cas de la crise anglophone, que ce soit après les manifestations, les marches blanches de septembre 2020, ou toute autre actualité, interdiction de réunions et manifestations des partis politiques autres acteurs. Donc on a quand même vu une société civile, des ONG très actives et très présentes sur les questions de liberté publique, les questions de gouvernance démocratique et politique. Et ça, je ne peux être qu'heureuse de les entendre parler. Alors, merci pour ces explications-là. Le Vox Pop, les gens se sont prononcés. À certains moments, on a eu l'impression que vous étiez également quand même un peu accusé. On parle parfois d'un travail commandé, ainsi de suite. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Oui. Je voudrais d'abord que vous réagissiez aux propos que nous venons de suivre là dans le cadre de ce micro-trottoir. Oui, il faut d'abord faire la différence. J'aime toujours insister là-dessus. Je crois que tellement le gouvernement camerounais a démissionné de ses missions que les Camerounais, les citoyens, sont arrivés à imaginer que c'était les organisations qui devaient jouer le rôle du gouvernement, qui devaient jouer le rôle de l'État. Non. Il y a dans chaque État, comme le Cameroun, un gouvernement qui est le bras séculier de l'État pour la mise en œuvre des politiques en matière de protection, n'est-ce pas, des droits humains dans un pays. Et vous estimez que le gouvernement ne fait pas son travail? Les organisations sont là pour accompagner, n'est-ce pas, cette action, pour suivre, pour monitorer cette action du gouvernement. Donc, ça, c'est une chose qu'il faut comprendre et intégrer d'abord. Parce que lorsqu'on dit que les organisations, les gens souffrent, les organisations ne font rien, il faut dire que ce n'est pas d'abord aux organisations de faire. C'est à l'État du Cameroun, à travers son gouvernement et les politiques nationales, de veiller à ce que les populations, n'est-ce pas, aient des meilleures conditions de vie. Ça, c'est une chose. Maintenant, deuxième chose, je n'ai jamais dit et je ne pourrais jamais dire que c'est un domaine où il n'y a que des saints. Non, pas du tout. Comme partout ailleurs, il peut y avoir... D'ailleurs, nous-mêmes, on le décrit. Il y a une question parfois d'expertise qui se pose à certains niveaux. Il y a des questions de concentration ou alors de compréhension même de l'action de certains qui se posent. Il peut aussi y avoir des brebis galeuses, ça on ne peut pas le nier, mais ça ne voudrait pas dire, n'est-ce pas, que les organisations ne font rien. Les organisations font un travail énorme qui sort même parfois, n'est-ce pas, de ce qu'aurait pu faire une organisation. On aura l'occasion, Madame Béchon, on aura l'occasion de vous entendre davantage sur ces différents aspects que vous commencez à évoquer, puisque nous ne sommes pas encore pleinement dans l'entretien. Nous allons épuiser les différents éléments, je ne les appelle pas des mises en bouche, c'est des éléments constitutifs de l'ensemble. Une convention adoptée qui dure 90 minutes. Et donc, nous allons tout de suite prendre un autre élément
après lequel vous allez encore réagir. Et là, ce sera une réaction qui va nous conduire dans l'entretien jusqu'à la fin de cette partie-là, avant de rentrer dans l'actualité. Ça vous convient? Parfaitement. Très bien. Madame, monsieur, nous allons donner la parole à un autre acteur. Lui, il est journaliste à la rédaction centrale de la télévision du Monde. Lui, c'est Charles Fisselange. Il va planter le décor, hein. Il fait une sorte d'état des lieux. On a interrogé quelques personnes, vous avez réagi, on donne la parole à un journaliste qui se renseigne, qui s'informe, qui se rappelle d'un certain nombre d'événements et qui plante un décor. Et après cela, nous allons revenir à vous. Le décor, c'est l'état des lieux que nous présente ce reportage qui suit. Une convention adoptée dans le cadre du Conseil de l'Europe en 1986 retient les critères suivants pour qualifier une institution d'ONG. Avoir un but non lucratif d'utilité internationale, avoir été créé par un acte relevant du droit interne d'une partie, exercer une activité effective dans au moins 2 États, avoir son siège statutaire sur le territoire d'une partie et son siège réel sur le territoire de cette partie ou d'une autre partie. Mais cette convention n'a pour l'instant été ratifiée que par 12 États, ce qui limite nécessairement sa portée juridique. La doctrine présente généralement les ONG comme des personnes morales de droit privé à but non lucratif, créées par des acteurs privés et relevant du droit interne. L'action de ces acteurs privés est donc indépendante des États. Ce type d'institution se revendique souvent comme représentant la société civile. Une définition étymologique des organisations non gouvernementales et ses missions. Maintenant, est-ce qu'elles sont utilisées à bon escient? Il y a ce qu'on appelle ONG internationales, ONG nationales. Généralement, les ONG nationales, parfois il y a une seule personne ou deux, Marie le récépissé, qui essayent de penser qu'à elles seules, elles peuvent renverser une vapeur ou bien faire valoir leur opinion. Ce qui n'est pas le but premier. Le premier est de recenser le maximum de personnes pour que effectivement ce soit quelque chose de porteur. Donc nous assistons donc plutôt à des chantages et parfois même à des choses qui n'ont pas été négociées, qu'une ONG commence à soutenir alors qu'elle n'a pas la capacité de le faire. Vous allez comprendre que maintenant les ONG internationales sont parfois financées de manière très occulte. Donc elles ne sont pas à 100% objectives. Par ailleurs, le constat est bien clair. Les ONG et le gouvernement camerounais ne semblent pas tisser la même toile. Une contradiction constante entre les deux parties illustre l'ambiance qui prévaut entre elles. Alors que le gouvernement camerounais accuse certaines ONG d'ingérence et de complicité, les dites ONG accusent le gouvernement d'intimidation et d'enfreindre la loi de 90 basée sur la liberté des associations et de la liberté d'expression. Les ONG, Human Rights Watch, Amnesty International, International Crisis Group, OCHA, REDAC et bien d'autres sont engagés dans une démarche conspirationniste contre le Cameroun et contre les forces de défense et de sécurité. Il demande ce qu'il n'a pas le droit de demander. On ne peut pas avoir un gouvernement, des autorités qui bombent le torse, qui tape ce qu'il veut, qui sanctionne qui veut, qui fait ce qu'il veut. On est dans de l'arbitraire pur et dur. Nous faisons notre travail dans la légalité totale, donc nous n'avons peur de rien. Un jeu de ping-pong qui offre un spectacle de confusion aux yeux du monde, surtout en cette période où la crise dans le Nozo sévit, où l'objectivité des rapports des uns et des autres est plus que nécessaire. Là, nous rentrons de plein pied dans notre entretien de ce soir. Un commentaire d'abord? Un commentaire, oui. Je pense que vous avez précédé votre prise de parole par ce rire. Oui, pourquoi? Parce que vous avez choisi cette sortie du Minat. Oui. Et puis, bon, je pense que ce n'est pas de bon ton parce que c'est une sortie vraiment malencontreuse. Pour moi, c'est une sortie qui n'avait pas sa raison d'être, qui est néfaste pour le Cameroun, pour l'image du Cameroun. Cette image
et cette sortie particulièrement parce que c'est une sortie... De dire que vous êtes conspirationniste, en tout cas certaines ONG. Oui, c'est une... Il en a cité quelques-unes nommément. Il est clair que je n'ai pas entendu Nouveau Droit de l'Homme, mais il a dit et bien d'autres. Oui, Voilà. C'est une sortie pour moi qui est très Elle est ambiguë et malheureuse, tout simplement parce que d'abord dans ce qu'il cite, il cite OCHA. OCHA, ce n'est pas une organisation, c'est les Nations Unies, ce système des Nations Unies. Le Cameroun est membre des Nations Unies et le Cameroun est d'ailleurs membre du Conseil des droits de l'homme. Il y a des sorties, quand je le dis, c'est malheureux, c'est vraiment malheureux parce qu'il a fait... Est-ce que le Cameroun doit tout accepter parce que ça vient des Nations Unies? Un mélange de gens et de styles assez complexes d'une part. Et d'autres choses, parce qu'on commentait le reportage, je pense que votre journaliste aurait pu mettre quand même les logos des organisations camerounaises qui font un travail exemplaire sur le terrain. Les organisations des droits de l'homme, ce n'est pas que Human Rights Watch, ce n'est pas Amnesty International, ce n'est pas International Crisis Group. Il y a des organisations sur le terrain au Cameroun qui font un travail énorme. Il faut le dire. Il faut que les journalistes, même vous puissiez, n'est-ce pas, vendre le travail et parler. Parce que lorsqu'on ne connaît pas ce que les gens font, on a une mauvaise lecture de ce qui est fait. La preuve de ce que nous sommes en harmonie, c'est que nous vous avons invité ce soir. Tout à fait, exactement. Alors. Donc il faut que de plus en plus, n'est-ce pas, et si les gens justement s'accrochent sur ces organisations, c'est parce que même le gouvernement, il faut que ce soit un rapport qui est présenté par Human Rights Watch pour qu'on voit le gouvernement réagir. Mais ça ne veut pas dire que ces rapports ne sont pas produits par les organisations nationales. Donc, ce qu'on a vu effectivement, je pense que cette sortie du MINAD donnait le ton sur un ensemble, sur une mécanique de menace et d'intimidation qu'il a fait porter sur les organisations. Pourtant, quand je dis que cette sortie est malheureuse, il faut quand même dire que les organisations civiles au Cameroun fonctionnent sur la base des politiques, n'est-ce pas, et règlements nationaux. On va commencer par la Constitution de 1996. Avant les années 90, comme on le sait, il n'y avait pas un système pluraliste au Cameroun. Et donc, il n'y avait pas un mouvement de la société civile en tant que tel, en dehors de quelques mouvements syndicaux qui existaient. Donc, les mouvements de 90 induisent donc, font en sorte que le Cameroun rentre dans l'ère des droits humains et la protection des libertés fondamentales. C'est le Cameroun tout entier qui accepte de faire la liberté d'association un pilier de sa démocratie, de faire des libertés publiques un pilier de sa démocratie. Et c'est d'où viennent les lois de 90. La loi de 90, elle n'est pas inventée, elle existe au Cameroun. Donc quand elle dit que cette sortie est malheureuse, pour moi elle est vraiment malheureuse. Donc elle existe au Cameroun. Après cette loi de 90, il y a la Constitution, n'est-ce pas, qui est modifiée en 96 et donc qui consacre, qui conforte cet attachement du Cameroun aux valeurs et aux principes des droits humains. Maintenant, dans le concert des nations, le Cameroun reconnaît l'importance et le rôle des organisations de société civile parce que ce soit dans son travail avec les Nations Unies, que ce soit son travail multilatéral avec l'Union européenne, dans toutes les instances, y compris à l'Union africaine, n'est-ce pas, le Cameroun et les États ont reconnu le rôle crucial que jouent les organisations de société civile, fût-ce nationales ou internationales, pour la promotion des droits humains. Donc c'est un rôle qui est reconnu, c'est une présence qui n'est pas, c'est pas du vol, on ne jote pas quelque chose, n'est-ce pas? Les organisations existent parce qu'on reconnaît qu'elles ont un rôle fondamental à jouer dans la protection de l'intérêt général. Et donc, dans ce cadre-là, il y a un ensemble d'organisations qui existent au Cameroun, qui sont créées. Il y en a d'ailleurs de divers domaines. On peut y avoir dans l'économie, dans la santé, parce qu'on en a qui font l'accès aux soins des antirétroviraux, là, VIH-Sida. Il y en a qui font dans le paludisme. Il y en a qui font dans les moustiquaires imprégnés. Il y en a qui font dans le secteur informel. Donc, il faut dire que la société civile, je ne sais pas pourquoi il y a cette fixation,
Il y a une fixation simplement parce que c'est une voix critique sur un domaine bien précis qui est celui de la protection des droits humains. Parce qu'effectivement, cette protection a connu, il y a vraiment des problèmes. On a suivi quelqu'un dit là tantôt, vraiment, les gens souffrent. Il y a trop d'abus, il y a trop de problèmes partout. La torture, les mauvais traitements, les violations des droits et libertés. Donc, c'est par rapport à ça qu'il y a cette focalisation. Mais je voudrais vous dire que dans tous les autres domaines, sans les organisations, je ne sais pas où seraient les populations. Ah bon? Oui. Alors, mais madame, vous avez remarqué que même dans le Vox Pop que nous avons fait tout à l'heure, là, ce n'était pas le MINAT, ce n'est pas le ministre Atangandji qui parlait, il y a quand même des compatriotes, et nous entendons cela dans des discussions. Il y a des compatriotes qui pensent quand même que quelquefois, ces organisations qui défendent les droits de l'homme ne sont pas très justes. Je vais vous dire, vous ne l'avez jamais entendu, vous? Vous ne l'avez jamais entendu? Non, je l'entends. D'ailleurs, on en parle. Parce qu'on a l'impression que vous faites une fixation sur le discours gouvernemental. Non. Pourtant, dans votre environnement aussi, il vous remonte quand même quelques critiques sur votre action, sur votre travail. Je vais vous expliquer le monde des organisations au Cameroun, parce que c'est ce que je connais très bien. Si vous voulez parler des problèmes des organisations civiles au Cameroun, il y a de plusieurs ordres. Il y a les problèmes qui sont du fait de la politique du gouvernement. À un certain moment, après les années 90, les organisations civiles ont démontré une force imparable dans la mobilisation sociale. N'est-ce pas? Mais on a vu un exercice, une stratégie des pouvoirs publics en place qui avait pour objectif de diluer l'action des organisations civiles, de fragiliser les organisations civiles. Et dans cette logique-là, il y a eu une création des organisations, on va dire quoi, on appelle ça quoi, satellites, des organisations à n'en plus finir. Ça veut dire quoi? L'idée derrière, c'est quoi? C'est que, bon, Nouveau Droit de l'Homme dit quelque chose. En face du Nouveau Droit de l'Homme, il y a 10 qui disent le contraire. Donc, vous allez aux réunions, vous sortez, vous êtes mis en minorité. Ça, c'est un problème. Et donc, il y en a aussi qui ont été créés pour la captation des fonds. C'est-à-dire, on dit, ONU-SIDA met l'argent pour le SIDA. Le matin, vous levez, il n'y avait pas d'organisation sur le SIDA. Le matin, il y a maintenant 50 000 organisations qui traitent du SIDA. Mais d'où viennent ces organisations? Ces organisations aussi ont été créées par beaucoup. Il y en a des fonctionnaires derrière. Il y en a des gens, n'est-ce pas, qui sont proches du pouvoir en place, qui sont dans ces organisations, qui les ont créées à ces fins. Donc, je viens de citer deux catégories. Il y en a qui ont été créés pour fragiliser l'action en société civile au Cameroun. Il y en a qui ont été créés pour la captation, je vais y arriver, pour la captation des fonds. Ça, c'est les points sociaux. Maintenant, il y a dans ce système global où le gouvernement a tout fait pour empêcher l'auto-organisation, l'auto-structuration et le renforcement de la société civile, bien entendu, les entrepreneurs, n'est-ce pas, ont trouvé en ce domaine un secteur où ils peuvent s'enrichir. Ça aussi, c'est une réalité. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Mais il faut aller à l'origine pour comprendre comment a-t-on fait pour avoir ça. Si on avait, il faut toujours le dire, c'est à l'État. Je vais toujours à chaque fois insister sur l'État, sur le gouvernement, pas parce que j'ai un problème avec ce gouvernement, c'est notre gouvernement, mais parce que c'est lui qui a la mission, n'est-ce pas, de définir les politiques appropriées, de mettre en place les mesures qu'il faut dans le sens de la protection des libertés fondamentales et dans le sens de la protection des droits humains. Donc même dans l'organisation de la société civile, revenait encore au pouvoir public, il faut dire quand même qu'actuellement, c'est nous qui menons le plaidoyer pour la réforme du cadre légal des associations. Parce que ce cadre légal a été fait à dessein pour fragiliser les organisations de société civile. Vous ne pouvez pas, avec la loi actuelle, constituer une force réelle, un contre-pouvoir
dans ce pays-là, au Cameroun. Et ça, c'est un problème parce que, mais après, il est facile de tirer ces organisations. Oh, on n'a pas ça, vous avez fait ça. Mais il y a quand même que, c'est un peu comme vous êtes dans un domaine où on dit, il y a trop de bandits, il y a l'insécurité. Ben, c'est clair que s'il y a l'insécurité, il faut bien que des mesures soient prises pour que l'ordre règne, pour que un ensemble, qu'on sorte le bon grain du mauvais. Mais quand on laisse la situation pourrie, ça veut dire qu'on sait exactement quels sont les résultats, qu'est-ce qu'on recherche. Et ça, ce n'est pas dans l'intérêt des organisations sérieuses, comme nous qui sommes sur le terrain. Madame Béchon, vous êtes sur le terrain, ouais. Vous êtes très bien informée. Il vous est arrivé quand même de vous rendre compte que certaines informations véhiculées par ces organisations-là ouais. s'avèrent ne pas être très exactes. Au point que ces organisations se rebiffent en disant que non, bon, on s'est trompé bien. Vous n'êtes pas au courant? J'ai pas connaissance, mais je sais parce que j'ai une expérience assez de plusieurs années au Cameroun. Revenons à la crise au nord-ouest et au sud-ouest. Il y a quand même des choses qui ont été dites. Des gens se sont réajustés par la suite. Des images vues par le satellite et ainsi de suite. Vous n'en avez pas entendu parler? Les qui se sont réajustés par la suite. Ah bon? Je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez. Maintenant, si vous parlez de la faiblesse, des faiblesses institutionnelles ou peut-être techniques de certains leaders d'organisation, oui, il y en a. Mais à ma connaissance, nous avons fait des rapports en 2020. Je crois que chaque année, pratiquement déjà, Nouveau Droit de l'Homme produit plusieurs rapports, que ce soit des rapports sur la situation sur les juridiques, ou que ce soit des rapports de documentation des cas de violation. Et vraiment, à ma connaissance, ce qui nous concerne, on n'a jamais retiré une information que nous avons donnée sur un cas précis. Quand je parle des organisations aujourd'hui, je ne m'arrête pas sur Nouveau Droit de l'Homme. Ouais. Je parle de toutes les organisations nationales et internationales. Ouais. Voilà, donc... Oui, mais il faut bien que vous me donniez un exemple concret. Parce qu'à ma connaissance, je travaille avec des organisations, pas seulement avec Nouveau Droit de l'Homme, je travaille avec le REDAR, je travaille avec Amnesty International, je travaille avec plein d'organisations, mais je n'ai pas connaissance, n'est-ce pas? Vous savez, il faut faire, moi je dis toujours, il faut faire attention avec ce que les gens disent, parce qu'ils veulent bien parler. Non, il ne s'agit pas de ce que les gens disent. Et la réalité, n'est-ce pas? Et la réalité. Moi, je sais par contre que c'est le gouvernement qui s'est contredit sur l'affaire, par exemple, du massacre de Garbou. Oui, ça on le sait. Où au départ, quand nous avons fait l'établissement des faits, ils ont dit, mais écoutez, c'est des histoires et tout. Il n'y a pas eu, d'abord, il n'y a pas eu d'opération militaire. Après, il y a eu, avant, il n'y a pas eu des morts, il n'y a eu que 3 morts. Et après, vous avez réconcilié sur les chiffres quand même? C'est pas l'organe. Vous savez, au moins, le rapport, n'est-ce pas, du gouvernement avait demandé par le chef de l'État, avait établi une vingtaine de morts. On dit, ok, c'était bon, allons-y au moins jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous faisons le suivi de ce litige stratégique, mais nous sommes encore une fois de plus restés sur notre fin. Quand on va le dire, ce ne serait pas dit là, ce ne serait pas fait la sorcellerie. Est-ce que vous savez que depuis 2020, justice n'a pas été rendue? À qui? Aux victimes. Mais bien, je ne parle pas d'autres personnes que de ça, que des victimes, n'est-ce pas? Est-ce qu'il vous arrive quand même de saluer l'action du gouvernement par rapport à ces problèmes de droits de l'homme? Est-ce qu'il vous arrive au moins une fois, hein, en une année, de féliciter le gouvernement? Vous savez, il ne s'agit pas... Parce on ne peut pas féliciter pour les beaux yeux, il y a quand même, vous savez qu'il y a quand même des sanctions qui ont été prises. Il y a certains éléments des forces qui ont été convaincus de certains comportements illégaux qui ont été traduits devant les tribunaux et tout le reste. Pourquoi vous n'en parlez pas pour saluer l'action du gouvernement? Vous savez, on en parle. Est-ce que votre option, c'est de toujours dire que le gouvernement ne fait rien? Non, non. C'est une mauvaise lecture que vous avez de notre travail. C'est une très mauvaise lecture. Je retire. Je vais vous dire quelque chose. Dites. Un exemple concret. Dites. La vidéo de la bastonnade sauvage au commissariat de Ngousso par les policiers sur un individu. N'est-ce pas? Le DGSN fait une sortie rapide, un communiqué. Il dit, il a pris acte, il sait que ça s'est passé à tel endroit.
Alors, il demande l'identification de ces éléments et la suspension. Mais vous ne voulez pas que j'applaudisse? Je lui dis, bon, vraiment, on a pris acte, mais on attend la suite. Parce que c'est un crime. Ce que ce policier fait et qui est filmé Mondovision, ce n'est pas un bisou qu'il a donné à quelqu'un. Ce policier n'a pas, on lui a pas donné des grades supplémentaires. Non, mais c'est un individu, parce que là j'appelle un individu. Est-ce que le gouvernement, le DGSN aujourd'hui devait faire une communication pour dire que après ces suspensions, ce monsieur a été traduit devant les tribunaux et voici la décision qui a été rendue. Ce qui se passe au Cameroun, c'est qu'il y a une consécration de l'impunité. Vous parlez d'un déficit. On a le sentiment qu'on fait un communiqué pour calmer les esprits, pour couvrir et après on ne dit plus rien. Madame Béchon, vous ne pouvez pas dire ça. Est-ce que vous parlez d'un problème de déficit de communication, par exemple pour le cas de la police, ou alors vous avez vérifié et vous vous êtes rendu compte que rien n'est arrivé? Ce n'est pas un cas isolé. N'est-ce pas? Ce n'est pas un cas isolé. Vous connaissez les événements? Vous connaissez les événements? Je vais vous prendre l'exemple. Vous connaissez les événements des enfants et bébés dans le Nord, dans le Grand Nord et tout le reste? Vous dites que là aussi, on a fait une déclaration. Ils n'ont eu que 7 ans. Ce sont les cas que j'ai suivis. Ils ont quand même été sanctionnés. Voilà quand même des militaires camerounais, des gens en qui on croit qu'on les a confiés notre sécurité, c'est-à-dire qu'on dort, c'est qu'ils sont là, mais qui réussissent à tirer à bout portant sur une femme et son bébé, et que l'État du Cameroun, vous avez un truc tenté dans le Nord, laissez qu'on en parle. Moi, ce que je veux obtenir de vous. Pour vous montrer qu'en fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que... Ça veut dire que pour vous, oui, il y a jusqu'ici rien qui a été fait par le gouvernement de la République qui montre une volonté d'aller dans le sens de ce que vous souhaitez. Quelle est la mention que vous donnez? Il faut respecter ce que nous demandons, n'est-ce pas? C'est le combat contre l'impunité. Il faut que ça cesse. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas comprendre que dans un État comme celui-là, qu'on consacre l'impunité. Parce que c'est de l'impunité. Franchement, c'est-à-dire que selon moi, on ne peut pas... Circonstance aggravante, c'est un militaire. Vous savez... Donc quand on met tout ça, c'était qui? Un bébé. Il n'y a aucune raison possible d'expliquer. Même pour que cette affaire-là, parce que vous savez que derrière une sanction, n'est-ce pas, judiciaire, il y a ce que nous appelons en droits humains la garantie de non-répétition. Et cette garantie de non-répétition ne peut être consacrée, ne peut être protégée que si la peine, les sanctions qui sont données, n'est-ce pas, sont des sanctions proportionnelles à la faute, premièrement, et quelles sont les réparations, n'est-ce pas, qui sont accordées aux victimes. Voilà deux aspects qui sont essentiels. Mais malheureusement, on se retrouve dans une situation, je vais vous dire, il n'y a pas que pour le Nord. Quand Ibrahim Bello, poste de police d'Ombessa, mais vous vous rendez compte qu'on parvient à avoir une situation où on dit qu'il y a eu torture, mais on parvient à donner une condamnation avec sursis. Ben, écoutez, est-ce que vous avez souvent tous les éléments d'appréciation qui sont mis? Je vous parle des cas que j'ai suivis. Je vous parle des cas que j'ai suivis. J'ai monté de bout en bout. On a constitué même vous avez suivi. Est-ce que vous avez les éléments, est-ce que vous avez les moyens de suivre ces actions dans les plus petits détails comme les forces publiques? Je vais vous dire, ce n'est pas pour rien qu'il y a une loi. loi. Parce qu'il est possible qu'il y ait des éléments que vous n'ayez pas. Non, je vais vous dire une chose. Il y a une loi. Il y a le code pénal. Le code pénal définit la torture. Et le code pénal donne la sanction. Ça, c'est écrit. Ce n'est pas Cyril Roland qui invente. Ça dit que c'est entre 10 et 20 ans, minimum. Vous faites comment pour arriver à 4 ans avec ceci? Par quelle arithmétique vous arrivez à ça? Pourtant, il y a une loi qui définit. C'est-à-dire que dès l'instant où vous établissez les faits de torture, parce que la loi a une définition de la torture. Ce n'est pas ce que vous voulez. Alors, est-ce qu'on peut considérer tout ce que vous êtes en train de dire? On s'attend à un minimum, n'est-ce pas, pour démontrer qu'effectivement, on fait une application stricte de la loi. Qu'est-ce que vous reprochez? Admettons, acceptons que le détail que vous faites depuis que vous prenez la parole là,
peut être un ensemble de choses qui peuvent être considérées comme des reproches que vous faites au pouvoir gouvernant. Donc, à l'inverse, si les choses se faisaient autrement, contrairement à ce que nous vivons actuellement, à ce moment-là, vous pourriez donner quelques lauriers au gouvernement, c'est cela? Mais écoutez, quand des choses sont bien faites, pourquoi on ne dira, on ne doit pas dire que les choses sont bien faites? Quand les lois sont belles, quand les lois intègrent la donnée qui concerne vous voulez les que je libertés. parle des bonnes choses. Je vais vous parler des bonnes choses. J'ai personnellement vendu, entre guillemets, le plan national de promotion et de protection des droits humains du Cameroun. Quinquennat 2015-2019. Parce que c'était une bonne réalisation. Mais vous n'avez pas empêché de dire aujourd'hui que vraiment j'ai vendu une affaire qu'on n'a bien fait. Vous n'avez pas m'interdit de le dire. N'est-ce pas? Mais c'est bien si vous l'avez fait. On l'a fait. C'est pour dire que quoi? Nous ne sommes pas... Il faut éviter de penser que... Aujourd'hui, dites-moi. Tout ce qu'on a à faire, c'est de dire ce qui n'est pas bien. On a bien compris. Hein. Ouais. On a bien compris. Moi, j'évite d'entrer dans certains détails en vous laissant le soin de le faire. Parce que notre rôle, ce n'est pas de remuer le couteau dans la plaie, mais c'est d'essayer de permettre à nos téléspectateurs de comprendre quel est le rôle qui est le vôtre, quel est le rôle qui devrait être celui des pouvoirs publics, quels sont les rapports entre ces deux entités qui, de notre point de vue, devraient être des rapports de collaboration, de rapports... Est-ce qu'il est possible d'imaginer des rapports sains entre les pouvoirs publics et les organisations? Oui, ça c'est la particularité du Cameroun. Hein. C'est pas parce que M. Atangandi fait cette sortie-là... Ce n'est pas une affaire de M. Atangandi, c'est une affaire du gouvernement. Bon, ok. C'est pas parce que le gouvernement, si vous voulez, fait cette sortie-là que nous ne travaillons pas avec le gouvernement. Vous serez surpris. Moi, je n'ai Nouveau Droit de l'Homme comme plusieurs autres organisations. Nous travaillons très bien avec le ministère de la Justice, qui est d'ailleurs le point focal droits humains du gouvernement. Quand nous invitons le MINAD à nos activités, il participe, il se fait représenter. Donc, vous savez que quand on parle de la société civile, on peut parler par exemple... Le MIRES nous invite aux activités qui associent la société civile. On peut parler d'une organisation comme Médecins sans frontières. Vous êtes au courant? Oui, je suis au courant. Là aussi, vous avez applaudi en disant que le gouvernement se trompe dans ce qu'il dit. J'ai d'ailleurs pris position, vous pouvez bien l'imaginer dans quel sens, pour dire que Médecins sans frontières, dans le NOZO, leur départ, pour moi, a été triste. Triste parce que c'est une organisation, elle est parmi les seules organisations encore qui fournissaient une assistance humanitaire directe aux populations dans les zones reculées. Quand les hôpitaux publics, les hôpitaux de services publics ont fermé, quand les gens ont dû fuir... Du fait de la guerre. Oui, du fait de la guerre. Quand les gens ont fui pour leur sécurité, c'était les seuls qui pouvaient aller partout parce qu'ils avaient des ambulances et ils avaient un personnel formé à travailler sur les terrains de conflit. Donc, moi, j'étais attristée, d'autant plus que quand ils partent du sud-ouest, n'oubliez pas qu'on a déclaré une urgence sanitaire. Après la Covid, on a déclaré récemment une urgence sanitaire due au choléra. Donc, quand cette organisation-là quitte quand même cette zone, moi, j'ai coulé une larme parce que c'est des populations... Écoutez, après, on peut bien parler dans les médias, mais il y a des femmes mais est-ce que vous comprenez la raison? Est-ce que vous comprenez la raison pour laquelle elle quitte cette organisation? Elle quitte parce qu'elle dit que les tensions récurrentes avec les pouvoirs un peu en place, n'est-ce pas? Ce que les pouvoirs en place disent, vous n'en êtes pas convaincu. De faire sereinement... Vous savez, on a fait un rapport avec Mandela Center International sur l'arrestation des quatre personnels de Médecins sans frontières par l'État du Cameroun. On a documenté cette situation. Vous dites ce soir aux téléspectateurs que ce que le gouvernement a constaté, avec des photos qui ont circulé, tout le reste là, les photos de quoi ont circulé? Vous avez vu les photos de quoi ont circulé? Vous savez de quoi je parle? Moi, je n'ai pas vu. Je demande parce que... Vous n'avez pas vu vous quoi, savez, je vais vous dire ce que moi j'ai vu. Je vais vous dire ce que moi j'ai vu sur la télévision. Dès qu'il y a autre chose que je n'ai pas vu, moi, je n'ai pas vu d'armes. Vous avez vu les armes à feu? Vous avez vu?
Moi, je ne sais pas, vous avez vu. Moi, je dis ce que je n'ai. Moi, Madame Deschamps, je n'ai pas vu les armes. Vous êtes suivi par des millions de téléspectateurs. Effectivement, et beaucoup de gens ont vu ces vidéos. Vous savez que cette information a circulé, elle a même été diffusée vous savez, dans certaines chaînes. Ce n'est pas une information, ce n'est pas une affaire. Je l'ai toujours dit. C'est une question assez grave pour être une affaire des médias. Vous savez, quand un État... Il y a une affaire qui ne doit pas être une affaire des médias? Non, pour dire que ce n'est pas une affaire de... Comme on fait là, ce n'est pas une affaire pour faire le Congo, ça, excusez-moi ce mot. Parce que je me dis, un État sérieux a des éléments pareils sur une organisation humanitaire, parce qu'une organisation humanitaire travaille sous l'encadrement du droit international humanitaire, qui est lui-même assez strict et clair. Mais vous savez que le droit international humanitaire est violé. Je vais y arriver. Pas seulement par les États. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Pour dire que si cette preuve, je n'arrive pas à comprendre, pourquoi le Cameroun peut détenir de pareilles preuves et ne pas l'utiliser dans les canaux judiciaires ou conventionnels appropriés contre cette organisation. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une affaire de médias. Ce n'est pas pour banal, c'est pas pour Madame Deschamps, vous savez limiter, mais c'est pour dire que... Vous savez comment fonctionne le Cameroun, non? C'est pour dire que... Non, écoutez, avec le tempérament de son chef. Non, on ne peut pas se complaire. Il faut donc qu'on arrête. Soit on a identifié que cette personne est un ennemi, de la nation, alors on emploie les moyens légaux. Vous pensez que c'est une chose simple? Pour démontrer que ceci est un ennemi de la nation, soit c'est un ami et puis on ne dit rien. Vous êtes, madame, la stratégie de délation, permettez s'il vous plaît, de stigmatisation qui se fait et qui est entretenue, c'est une stratégie qui est destructrice. C'est une stratégie qui n'a pas de... On ne voit pas la valeur que l'on promeut derrière ce genre de stratégie. Autrement dit, pour vous, lorsque le gouvernement fait une sortie, parce que le ministre de l'administration territoriale en a parlé publiquement, parce que lorsque vous parlez devant les médias et vous citez des gens nommément, vous pensez que c'est une petite chose, c'est une petite affaire, c'est ne rien faire, c'est d'avoir les preuves et de rester tranquille, c'est ce que vous dites? Alors que tout un représentant du gouvernement a fait une sortie publique et a dit des choses de manière très précise. Vous pensez que c'est peu de choses? Je vais vous dire quelque chose. Allez-y, madame. Il faut faire la part des choses entre le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire et la politique. Qui fait la politique? Moi, je ne sais pas. Parce que le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire, ça a des canaux. Et on connaît comment ça se passe dans ces instances-là. Et le Cameroun dispose des experts, sont les meilleurs, bien formés, sont les meilleurs en la matière pour, n'est-ce pas, que ce soit mener une procédure, que ce soit faire une communication sur une situation précise. Parce que ce n'est pas le média, ce n'est pas le journaliste qui va, entre guillemets, corriger un acte posé par une organisation internationale. Le résultat que l'on a, ce n'est que ça. C'est la délation, la stigmatisation. Mais après, dans le fond, là où on se serait attendu à agir, il n'y a pas d'action. C'est là où je dis, pour moi, je ne vois pas, je n'arrive pas à comprendre. Je pense qu'on doit encourager notre État à être, passez-moi l'expression, plus sérieux que ça. Vous voyez, ce sont des questions. Les gens meurent, les gens souffrent. On ne peut pas s'amuser à dire, bon, on n'est pas souvent dans les médias. Bon, dès que Cyril dit telle chose, oh, celle-là a eu l'argent, on est dans les médias. Mais répondez, il y a des canaux. À propos. Si vous estimez qu'une organisation... On va passer à autre chose. Si vous estimez qu'une organisation viole les lois du triangle national, mais il y a les mécanismes juridictionnels, juridiques, institutionnels, légaux, pour faire en sorte que les crimes ou les dommages causés à la société soient réparés ou que cette organisation cesse son activité. Nous luttons pour la légalité, pour l'état de droit. C'est-à-dire, on ne peut pas continuer et puis que vous soyez encouragé, qu'on soit en train d'encourager la vindicte populaire sur des organisations ou sur des gens parce que tel aurait été le complot ou l'espion de tel. Mais non.
Vous savez, la justice populaire, là, qu'on décrit, ça s'appelle exactement comme ça. C'est-à-dire, quelqu'un se lève là. Vous avez vu le gars là, c'est lui qui vient d'arracher le sac là. Allez, tout le monde se verse sur lui. Pourtant, il y a quand même des tribunaux, il y a des juges, il y a des commissariats et brigades. C'est la même chose au niveau international, au niveau de l'intervention humanitaire. On ne peut pas continuer dans cette logique, il faut la vendetta, il faut... Non, c'est pas possible. Et ça ne démontre pas le sérieux d'un État. Alors, nous allons évoluer un peu plus rapidement. Hein. Je voudrais avoir en très peu de mots votre réponse sur un certain nombre de préoccupations. Nous avons commencé d'ailleurs. Ouais. Alors, vous dites qu'il est possible, d'ailleurs, que le Cameroun est un cas un peu à part. C'est-à-dire qu'il est possible de parler d'une relation d'harmonie entre les organisations de la société civile, notamment celles qui parlent des droits humains ou du droit international humanitaire, comme vous voulez, et les gouvernements. Vous pensez que ça peut se faire comment? Non, vous savez, écoutez, d'abord, je n'arrive pas à comprendre pourquoi au Cameroun, les gens tiennent à ce que on soit en harmonie, qu'on dise ce qu'on veut entendre. Vous semblez dire que c'est en harmonie ailleurs et pas au Cameroun? C'est pas... Ou on vous a mal perçu? Vous avez parlé des relations. On vous a mal perçu? Vous avez parlé des relations. Je parle des rapports. Est-ce que nous... Voilà. Et je dis, qu'est-ce que vous entendez par harmonie? Qu'est-ce qu'il doit avoir entre le gouvernement et les organisations? C'est-à-dire que chaque parti fait son travail sans être accusé par l'autre parti. Parce que les accusations sont vice-versa. Vous accusez le gouvernement vous accuse. On a eu des preuves par les vox pop qui ont été réalisés, par le reportage qui a été fait, par ce que vous-même vous dites sur ce plateau. Premièrement, il faut noter que la société civile existe pour porter aussi une voix critique sur les politiques publiques liées justement aux droits humains. N'est-ce pas? Parce que quand on parle de monitoring, lorsqu'on parle de watchdog, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est observer, documenter et pouvoir relever quels sont les manquements, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer, attirer l'attention. Et donc, pour le faire, vous ne pouvez pas automatiquement être... C'est-à-dire que cette analyse qu'on veut là, c'est un peu difficile. Très bien. Parce que l'organisation, le leader, ce défenseur des droits humains n'est pas là forcément pour dire ce que vous voulez entendre. Il est là justement pour la protection des intérêts, n'est-ce pas, des droits humains. Et donc, dans ce cadre-là, il est là pour dire que ceci n'a pas été fait. Bon, dès lors, et vous êtes d'accord avec moi, que dès lors qu'il y a une voix critique, il y a toujours une tendance à la tension et au conflit. Mais, dans un État qui se veut un État qui a dit dans sa constitution qu'il fait de la démocratie son mode de gouvernance politique, alors ce discours critique ne devrait pas créer des tensions ou jusqu'au point où on en est. Ces discours on devait les laisser s'exprimer, on devait laisser donner l'opportunité à ces discours, à ces voix critiques ou discordantes de s'exprimer et d'avoir l'espace pour le faire. Et maintenant, prendre les mesures appropriées par rapport à ces critiques, à ces discours voilà, peut-être qui vont à l'encontre ou qui ne partagent pas les réalisations ou le déroulement des politiques internes. C'est entendu, madame. Bien que vous l'ayez déjà évoqué il y a quelques instants, vous avez parlé un peu du financement. Nous revenons sur la question. Vous avez entendu parler de financement occulte. Bon. Je ne vais pas vous demander pour votre organisation, pour Nouveau Droit de l'Homme, mais tout au moins, quelle est la provenance des fonds qui font vivre votre organisation? Les organisations de la société civile... Je parle de Nouveau Droit de l'Homme d'abord. Oui, je vais parler de Nouveau Droit de l'Homme. Les organisations de la société civile, dans Nouveau Droit de l'Homme, n'est-ce pas, nous recevons des subventions. Des subventions qui sont souvent définies dans le cadre des programmes de coopération, soit bilatéraux, soit multilatéraux, avec le Cameroun. Ce n'est pas avec Nouveau Droit de l'Homme. C'est-à-dire que si le Commonwealth décide de lancer, par exemple, un appel à proposition pour le financement des organisations, c'est dans le cadre de ces accords avec l'État du Cameroun. C'est pour ça que je vous ai dit que le Cameroun ne peut pas en même temps reconnaître dans ces accords, dans
tous les instruments et traiter le rôle des organisations, mais en interne, empêcher et nier ce rôle. Et donc, c'est dans ces cadres-là, même avec l'Union européenne, c'est la même chose. L'Union européenne, par exemple, récemment, vous êtes journaliste, vous savez très bien, récemment, ils adoptaient avec le MINFI et le MINPAD, je pense bien, le programme indicatif multi-annuel. C'est quoi le programme, pour le cas de l'Union européenne que je connais bien, c'est quoi le programme indicatif multi-annuel? C'est le cadre de coopération sur 5 ans entre l'Union européenne et le Cameroun. Et donc, dans ce cadre-là, ils définissent les piliers d'intervention, démocratie, droits humains, état de droit, économie, machin, décentralisation, cela. Et puis là-dedans, on dit, il y a tel montant, vous nous indiquez les sources de financement de vos organisations. C'est ce que je suis en train de dire. Oui, nous avons compris, nous avons compris. La question, une autre question devrait suivre, hein, c'est celle de savoir, est-ce que par cette définition que vous donnez, par ces explications, vous dites aussi qu'il n'y a pas de financement occulte? Je vous ai dit en entame de cette émission, je ne suis pas l'avocat ou le Je défenseur. l'ai relevé avant de poser la question. Oui. J'insiste parce que nous faisons le résumé de cette partie pour passer à une autre partie. Je ne peux pas répondre, vous savez, de ce qui se passe dans l'ensemble des organisations du Cameroun. Hein? Donc, et comme vraiment, je ne peux pas, vous me demandez de dire quelque chose qui est impossible parce que je ne peux pas vous répondre. En ce qui concerne nouveaux droits de l'homme, que je connais. Mais vous avez quand même laissé entendre tout à l'heure qu'il y en a qui sont créés parce que... Ça, c'est en tant que... En même temps, je suis chercheur. Ça, c'est en tant que... Ça sont des données. Vous allez chercher qui sont disponibles. C'est une analyse que je fais du contexte camerounais, n'est-ce pas? Et donc, j'assume et je réponds de mes propos. Maintenant, vous me demandez de jurer sur votre plateau que je ne peux pas vous dire ça. N'est-ce pas? Parce que moi, je ne peux pas jurer, je ne sais pas. Vous, mais je ne sais pas, quand on sort là, vous voyez qu'après, je ne connais pas. Je ne peux pas répondre. N'est-ce pas? C'est impossible. Maintenant, est-ce que je peux jurer qu'au niveau de l'âge? Oui, je peux jurer pour le nouveau droit de l'homme parce que le compte de l'homme est connu. N'est-ce pas? Il n'y a pas, on ne reçoit pas d'autres fonds que par le compte bancaire officiel qui est connu, qui est d'ailleurs, voilà, connu de tout le monde. Les rapports d'activité de l'homme sont accessibles sur les sites internet et comme partout. Comme toutes les autres organisations, hein, comme partout, nos rapports d'activité sont là. Qui ont des rapports, donc, maintenant, après, mais qui n'échappent pas à cette critique de financement occulte et des déclarations parfois qui... Maintenant, j'aimerais bien que vous, en tant que journaliste d'investigation, n'est-ce pas, je vous ai que pas vous dit alliez, peut-être il y a LTM, peut-être il y en a, vous pouvez maintenant aller plus loin et nous faire découvrir, comme on voit dans certaines télévisions, quand il y a un sujet, peut-être vous allez maintenant faire un autre travail. Et c'est bien, en fait, c'est bien pour la démocratie. Moi, j'aimerais bien. Moi, j'aimerais avoir des journalistes d'investigation qui vont plus loin face à ces questions et disent la vérité aux Camerounais. Parce que lorsqu'il y a trop de bruitage, ce n'est pas bon. Il faut qu'il y ait aussi des gens, n'est-ce pas, comme vous, comme ceux qui font des spécialistes, pour dire sur cette question, voilà la vérité. Parce qu'il allait au fond, il a enquêté. Il y a des télés, donc les gars souvent des grandes enquêtes et puis tout le monde est connecté. C'est important pour ressortir, pour faire jaillir la réalité et arrêter la stratégie du bavardage. Parce qu'il y a parfois des gens qui parlent des choses, mais ils n'y connaissent rien, ils n'y comprennent rien. Au Cameroun, on est experts de tout. Quand vous dites les gens, vous dites également le gouvernement, c'est ça? Parce que la plupart des choses, que je vous dis ce soir sortent des déclarations gouvernementales, hein. Notamment le ministre que vous avez voulu citer. C'est pour ça que je vous ai dit que j'avais des points, parce qu'il y a une justice au Cameroun. N'est-ce pas? C'est-à-dire que s'il y a un problème, si vous identifiez que telle organisation commet telle faute, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'a jamais saisi le juge au Cameroun sur ces questions-là. Pourquoi n'a-t-on jamais saisi le juge? Donc, c'est pour ça que j'ai dit, moi j'appelle ça du bavardage, j'ai dit tantôt, il faut éviter, il faut qu'on sorte de cette logique de stigmatisation. Pour vous, quand on n'a pas saisi le juge, ça veut dire ce qu'on a dit est faux. Ça veut dire que on ne peut pas s'accommoder d'un crime. Vous comprenez? Moi, j'ai un problème avec ça. C'est-à-dire qu'on parvient à comprendre que, ok, on dit, bon, ce monsieur a volé. On voit l'objet du crime. On a tout, mais on pas fait le commérage. Attendez, ça n'a pas de sens. Je ne sais pas si pour vous ça a un sens, mais pour moi, ça n'a aucun sens. C'est dramatique, ça fait pleurer là.
C'est pas possible. Parce que ces gens ont l'obligation de protéger la société camerounaise. Quand je parle de ces gens, je parle aussi du gouvernement, des pouvoirs publics. C'est leur responsabilité de nous protéger pour notre sécurité. Il ne peut pas savoir que cette organisation est néfaste pour les populations avec des données, des éléments probants et puis ne fait rien. C'est quand ça se gâte, comme le problème avec les associations, les religions, n'est-ce pas? Moi, je demande toujours, mais pourquoi est-ce que... Donc, est-ce que vous voulez nous dire, sur cette partie de notre entretien, vous voulez nous dire que lorsqu'on ne porte pas plainte, ça veut dire qu'on n'a pas raison, ou bien on n'a pas les éléments? C'est pas que lorsqu'on ne porte pas plainte, je veux dire, il faut vous savez, nous devons respecter. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on peut avoir tous les éléments de preuve et décider de s'arrêter, ne pas aller devant les juges? Non, vraiment, je ne conçois pas ça. C'est pour ça que notre société... Ça n'existe pas. C'est pas que ça n'existe pas, je dis je ne conçois pas. Je n'accepte pas. C'est pas parce que vous ne concevez pas que cela n'est pas vrai non plus. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je dis que je ne conçois pas. Tout simplement parce que, et surtout quand ça vient de certaines personnes, vous savez, on a tous une responsabilité dans ce pays. Très bien. Et on ne peut pas avoir des responsabilités et s'amuser avec. Quand on a des responsabilités, on doit savoir. C'est pour ça que quand il y a des cas, par exemple, moi je suis gênée. Quand il y a certains cas graves, on n'a jamais entendu un procureur se lever et dire que mais pour cette affaire-là, j'ai un problème. Mais ce sont eux qui sont les garants de la protection de la société camerounaise. C'est inadmissible ça. Nous allons évoluer. Oui, évoluer. Et c'est peut-être la dernière question que je vais poser sur ce sujet, parce que nous allons également parler de quelques sujets d'actualité. Alors, des organisations que vous représentez ici ce soir, parce que c'est le cas, et le gouvernement, en parlant de vos rapports, vous les qualifiez comment aujourd'hui? Ils sont bons? Ils sont quelconques? Ils sont de mauvais rapports? Nos rapports, je dirais que nos rapports sont normaux. C'est tout à fait... La normalité, là, elle traduit quoi? Elle traduit le fait que... D'un côté, on s'accuse, enfin. Non. Les partis s'accusent. Moi, vous êtes à l'aise que le gouvernement vous accuse? Vous êtes à l'aise que vous accusiez le gouvernement? C'est ça les rapports normaux? Vous savez, pour moi, ça, ce sont des détails. C'est vous qui dites? Oui. Vous avez dit les rapports sont normaux. Oui, c'est normal parce que... Or, nous venons de suivre depuis le début de cette émission que vous vous accusez. Je vais vous dire pourquoi c'est normal. Oui. Je vais vous dire, c'est pour ça que je vous ai dit en entame, ce n'est pas parce que le MINAT a fait... bon, vous avez dit au gouvernement. Le gouvernement... Bon, à travers le MINAT. À travers le MINAT a fait cette sortie que ça nous empêcherait, ça nous empêche de faire notre travail. Vous comprenez? Ça ne nous empêche pas de faire notre travail. Nous savons, nous sommes conscients. Et ce n'est pas parce que le gouvernement l'a dit qu'il vous empêche de travailler non plus. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il a dit qu'il nous empêche de travailler. Nous sommes dans les communautés. Nous, on ne peut pas nous empêcher de voir et de dire ce qu'on a vu. Même si vous avez mal vu. Bon, vous n'êtes pas ophtalmologue pour venir juger l'état de nos lunettes. Enfin, mais... bon, je m'en excuse. Hein? Voilà. Donc, on fait ce qu'on a à faire. Et on sait aussi que quand on a choisi, quand on est défenseur des droits humains, quand on se bat pour l'intérêt général, quand on se bat pour la démocratie, voilà, c'est pas facile. Donc quand on a intégré ça, c'est ça que moi je dis, c'est normal parce que on doit continuer le travail et on le fait aujourd'hui. Le gouvernement doit être là, il va dire ce qu'il a dit, mais il va nous écouter, n'est-ce pas? On va continuer notre travail de suivi. Quand je dis c'est normal, c'est parce que effectivement, ce n'est pas, vous savez, ça n'a jamais été un mariage doux entre la société civile et le gouvernement. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer, n'est-ce pas? C'est une liberté acquise de longue lutte, vous le savez. Maintenant, on ne s'attend pas à ce que, franchement, tout devient rose. D'ailleurs, les choses ont noirci au Cameroun. En ce qui concerne la démocratie, l'état de droit, les choses ont noirci. Vu sous votre prisme. Lutte contre Boko Haram, n'est-ce pas? Loi de répression du terrorisme, restriction de l'espace civique et démocratique. Quelqu'un d'autre vous dirait que tout ça, c'est pour protéger les citoyens camerounais.
Quels citoyens camerounais? La loi sur le terrorisme, par exemple. Les citoyens camerounais parce qu'on a vu venir, on a vu venir des extrémistes. On a vu venir des extrémistes. Est-ce que les Camerounais vous ont dit qu'ils ne voudraient plus s'exprimer parce que Boko Haram a attaqué? Vous savez, certains disent que c'est comme si le gouvernement avait vu ces crises venir avant le temps. Vous savez, il y aura toujours les gens pour justifier l'injustifiable. Très bien. Madame Béchon, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de cette émission, le Grand Salon. Vous êtes à l'aise là. Et c'est dans cette posture d'une dame qui parle avec assurance, d'une dame qui est à l'aise dans ce salon, que nous voulons poursuivre cette émission en prenant une toute petite respiration qui va nous permettre de parler un peu d'actualité. Ça vous convient, non? Parfaitement. Parfaitement. Même en parlant d'actualité, si vous vous sentez obligé de revenir sur les organisations non gouvernementales et leur action, ça ne nous gêne pas non plus. Madame, Monsieur, le Grand Salon se poursuit et à tout de suite. Cyril Roland de Béchon, bonsoir, une fois de plus. Merci, bonsoir. Que dites-vous, que répondez-vous à ceux qui pensent parfois dire qu'il y a des ONG qui se cachent derrière certains partis politiques? ONG qui se cachent, pour chercher quoi? Qui portent le discours, les actions de certains partis politiques. Vous l'avez jamais entendu? Non. Bon, on passe. On peut parler un peu de politique aussi? Oui, allez-y. Est-ce que vous pensez que le Cameroun en ce moment se trouve dans la phase d'alternance? Je sais que... vous n'entendez pas ça pour la première fois de ma bouche? Non, pas du tout. Très bien. Et c'est un mot que j'aime d'ailleurs. Vous l'aimez pourquoi? Oui, parce que c'est un mot qui doit rentrer dans notre vocabulaire, qui doit rentrer dans tous nos discours au Cameroun. Aujourd'hui. N'est-ce pas? Comme depuis longtemps, moi j'en parle depuis 2008, n'est-ce pas? Parce que... de la même manière dont vous parliez en 2008, de l'alternance depuis 2008, est de la même manière que vous en parlez aujourd'hui. Oui. Parce que on commence en 2008 parce que, vous savez, 2008 est un moment important lorsqu'on parle d'alternance au Cameroun. C'est un moment important parce que c'est en cette année-là que les pouvoirs publics au Cameroun ont levé le verrou, n'est-ce pas, de la limitation des mandats. C'est un acte fort, c'est un acte dur. Mais c'est un acte démocratique. Non, c'est un acte dur pour la démocratie camerounaise. Parce que, oui, je vais vous le dire. Je vais vous dire pourquoi. Pour la démocratie en général ou la démocratie camerounaise? La démocratie camerounaise, c'est quoi? Pour la démocratie au Cameroun. Pour la démocratie au Cameroun, comme la démocratie au Cameroun, parce qu'on est là effectivement au Cameroun, n'est-ce pas? C'est la constitution du Cameroun qui a été ainsi modifiée. Il faut dire que des gens sont morts. On a fait une modification telle qu'on ne le fait pas. Parce que c'était pour le bien du Cameroun. Pour qu'on modifie un texte comme celui-là, il faut un consensus minimum. Il faut Vous n'êtes pas d'accord avec le fait que la loi soit votée par l'Assemblée nationale? Les différentes... Vous savez, une constitution n'est pas une loi comme les autres. Et d'ailleurs, le Cameroun et après ça, avant il n'avait pas fait, après ça le Cameroun a ratifié, ça c'est les contradictions du Cameroun. En 2008, il modifie la constitution de manière assez triste, il fait un passage en force. En 2012, il ratifie la charte africaine sur les élections, la démocratie et la gouvernance. Vous savez ce que dit cette charte? Cette charte parle de l'alternance comme une nécessité, comme indispensable pour la démocratie dans les pays africains. Elle donne un délai pour ça? Elle ne donne pas un délai pour ça. Mais elle parle de l'alternance comme étant... Est-ce que le Cameroun est contre l'alternance? Un élément fondamental. Pour vous, lorsqu'on fait sauter le verrou... Pour la démocratie et pour la paix. Quand on fait sauter le verrou, pour vous, ça veut dire qu'on est contre l'alternance? Bien sûr. Est-ce que ce n'est pas un acte de liberté? Bien sûr. Que de laisser les mandats ouverts
et qu'on aille aux élections et que celui qui gagne reste autant que le peuple le veut. Non, vous savez, on ne peut pas. Écoutez. Vous ne pouvez pas dire une chose de son contraire, madame. Non, non, vous ne pouvez pas, à un moment donné de votre vie, dans votre famille, réunir, à supposer que votre père est polygame. Vous réunissez, il a 10 femmes. Vous réunissez toutes les 10 lits avec tous les enfants. Vous prenez une décision. Un matin, vous levez seul en cachette. Vous changez la décision que vous avez prise avec les 10 lits de votre papa, par exemple. C'est ce qui s'est passé. Revenons dans la réalité. On a brisé les 10 lits, c'était quoi par rapport au Cameroun? C'est pour dire qu'en 1996, la nation camerounaise tout entière, la tripartite, la nation camerounaise tout entière s'est assise après tous les problèmes qu'il y a eu. Avant la tripartite. Pour dire. Avant 1996. Pour dire, oui, pour dire vraiment le pays là. Oui, je vous ai compris. Comment est-ce et je crois que ceux qui suivent cette émission vous comprennent. Ouais. Avant 1996, les 10 lits, c'était qui? Je suis en train de vouloir vous expliquer que c'était quand même... Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Oui. Parce que vous essayez de restreindre votre explication en prenant des données qui vous conviennent. J'ai suivi un peu ce débat dans d'autres pays qui sont des pays qui sont pour nous, pays africains et d'autres pays, des modèles pour la démocratie, où ce débat de consulter le peuple et de consulter le peuple à travers ses représentants se pose. Vous comprenez de quoi est-ce que je veux parler, on aura peut-être l'occasion d'en dire un mot d'ici la fin de l'émission. Alors, l'Assemblée nationale, est-ce qu'elle est constituée des représentants du peuple? Vous estimez que la Constitution est si forte que l'Assemblée nationale n'est pas compétente? Oui. Ou ce n'est pas suffisant pour en parler seulement là-bas? Parce que l'Assemblée nationale n'a pas toutes les forces vives de la nation. Très bien, je peux vous le concéder, puisque je vous ai dit ce soir, nous faisons... Nous marquons le lancement d'une série d'activités que nous allons mener au sein de notre chaîne de télévision pour permettre aux uns aux autres de mieux cerner ce qui se fait autour des organisations de la société civile, autour des autres organisations, autour des institutions. Donc ce n'est qu'un point de départ, on prend des positions, ainsi de suite. D'accord. Nous sommes en politique et je vous ai posé une question par rapport à l'alternance. Alors vous avez commencé en 2008. J'ai compris votre développement. Je crois que ceux qui vous suivent comprennent. En 2022. En 2022, nous sommes... En avril 2022. En avril 2022, nous sommes dans la période qui précède une grande période électorale, qui est 2025. Dans le cycle électoral, cette période est une période qui est très importante parce que c'est une période qui permet de clarifier un certain nombre de choses. Vous attendez quoi? J'attends de voir, par exemple, au niveau du code électoral, est-ce que ce code qui définit les règles du jeu, n'est-ce pas, est-ce que le débat pourrait être ouvert par rapport à ce code pour qu'effectivement, tous les acteurs qui se préparent pour les élections y aillent avec sérénité. Parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas de sérénité en ce qui concerne les périodes électorales au Cameroun depuis quelque temps. Parce que tous les acteurs sociopolitiques estiment qu'il y a des modifications à apporter, y compris les organisations civiles que nous sommes. Nous pensons que pour justement la préservation de la paix, pour la consolidation de la démocratie, il est important, et c'est maintenant, ce n'est pas en 2025 qu'on va le faire. C'est maintenant que cette réflexion Quelle serait votre réaction, Madame Béchon? Ça, c'est une chose. Si le gouvernement, deuxième chose, si le gouvernement venait à convoquer, si l'Assemblée nationale venait à convoquer une session extraordinaire et que cet ensemble de lois que vous entendez soit voté avec des réponses très claires par rapport à vos attentes, que diriez-vous? Nous serons contents. C'est-à-dire que... Vous n'allez plus dire que ce sont des lois qui n'ont pas été faites en appelant les 10 vous ne me laissez pas terminer. Vous savez, en 2012, Monsieur Koum, je ne suis plus de ceux-là qui rêvent, n'est-ce pas? En 2012, moi, personnellement, là, même étant plus petite que j'étais au Premier ministère, de vos droits de l'homme avait été invité pour participer aux consultations que menait le Premier ministre en 2012, avant l'adoption, vous vous souvenez, du code électoral. Absolument. J'y étais. Et lorsque nous recevons l'invitation, et c'est à quelques jours, on a fait des nuits blanches,
que mais le Premier ministre nous appelle, on ne peut pas partir là-bas, blabla. Il faut qu'on sorte de grand jeu. On s'est préparé, on a sorti toutes nos propositions, on a réuni la société civile en une nuit. Vraiment, retournons à Yaoundé, on doit discuter quelles sont nos propositions. On a travaillé dur pour aller au Premier ministère avec une proposition concrète. Parce qu'il ne fallait pas qu'on dise que, voilà, maintenant qu'on vous appelle, vous venez bavarder. Vous n'êtes pas content que votre proposition concrète n'ait pas été prise? C'était pour les médias. On s'est rendu compte malheureusement que l'invitation, nous, c'était davantage pour les médias. Parce qu'après, malheureusement, c'est ça le Cameroun. Ce qu'ils avaient préparé, c'est exactement ce qui est parti. C'était du folklore. Donc, quand on a vécu ces expériences, on ne se leurre plus. Il faut maintenant, ce n'est pas une affaire du Parlement qui est obèse des représentants d'un parti politique qui va aujourd'hui seul modifier le code électoral. Ce ne serait pas ce qu'on souhaite. On souhaite un même code, si ce parti répond à vos exigences. Qui est un code qui est partagé, dont les règles du jeu là sont définies par l'ensemble des acteurs et sont acceptées, que personne n'est favorisé par rapport à l'autre, qu'il n'y ait plus d'avantages d'ici ou de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'asseoir, discuter des points à problème. Les acteurs ont les points, ont des articles précis. Dr Hilaire Kamga a fait un ouvrage qu'il a intitulé « Les 100 problèmes du code électoral ». Récemment, on a entendu... Il faut préciser qu'avant vous, à la tête de Nouveau Droit de l'Homme, c'était M. Hilaire Kamga, le citoyen Kamga. Récemment, on a vu Mme Damjoya et d'autres acteurs parler du code électoral. Avant elle, il y a eu Kawala. Mais tous les acteurs qui contribuent aujourd'hui à la vie politique du Cameroun démocratique disent qu'il y a un problème. Vous ne pouvez pas aujourd'hui enfermer cette affaire dans un groupe seul. Ce n'est pas possible. C'est peut-être parce que quand les partis politiques tiennent ce discours et qu'on trouve une représentante de votre acabit, de votre rang, tenir le même discours, c'est peut-être ça qui crée la confusion dans les esprits et que les gens tentent à vous assimiler à des... Vous savez, si monsieur... Vous avez compris ce que je vais dire? J'ai compris, je vais répondre. Si monsieur Koum dit ce qui est bien et normal, qu'est-ce qu'on voudrait dire pour protéger les droits humains? Pourquoi je ne vais pas reprendre monsieur Koum? Bon, merci pour votre réponse. Nous continuons, et on n'a pas beaucoup de temps. Hein. C'est vrai qu'on a commencé l'émission avec un petit retard, mais on devrait respecter le temps que nous commençons à déborder. Vous connaissez M. Sanga Nyamding? Oui, pas les médias. Hein. Je connais à travers la télévision, je ne connais pas personnellement. Comment vous trouvez ces sorties médiatiques? Bon, c'est un monsieur qui parle beaucoup. Il parle beaucoup, mais il a son opinion. Parfois, je ne suis pas d'accord, mais je respecte, c'est son opinion. Vous avez appris la décision de son parti? Oui, j'ai appris comme tout Camerounais. Comment vous l'avez accueilli? Écoutez, il est membre d'un groupe, n'est-ce pas? Comme vous ici, dans votre télévision, comme à Nouveau Droit de l'Homme, comme partout, chaque groupe a ses règles. Hein. Et donc, si on ne peut pas obliger les gens à vivre ensemble, maintenant, si un groupe estime que vous n'avez pas respecté ces règles, il y a sûrement des mécanismes internes qui permettent de prendre une décision. Et donc, une décision a été prise. Et voilà, je ne commande pas plus que ça. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on en fait un plat. Merci pour cette réponse. Je n'en fais pas un plat ici. J'étais dans une intention de voir comment vous suivez l'actualité et de partager avec les téléspectateurs votre analyse. Et maintenant, on espère qu'il y a des voies de recours internes. Bon, maintenant, il peut aussi ne pas y avoir. C'est ça la démocratie. Vous voyez, quand on parle de démocratie, vous voyez que maintenant, là, il y a des questions comme ça. Quand on parle, on dit, ah, on va pas trop. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Dans une structure comme celle-là, quand il y a une instance comme ça, une décision, normalement, il doit avoir, au niveau interne, des voies de recours. Il doit avoir même déjà une constitution d'une commission de discipline qui soit une constitution acceptée par les membres. La démocratie, ce n'est pas que
les élections au niveau national. C'est même au cœur des instances, des groupes qui contribuent, qui participent à la dévolution du pouvoir. Nous allons sortir du Cameroun pour parler un peu parce que l'actualité est également internationale. Est-ce qu'un Camerounais doit rester indifférent à l'élection présidentielle qui se passe en France? Non, mais moi, je ne suis pas indifférente. Hein. Pourquoi? Parce que je me demande, encore hier, je me suis demandé, mais pourquoi le Cameroun dit copier la France, mais n'a pas copié ce qui est bien comme ça là? Le débat. Le débat. Les élections à 2 tours. C'était beau là hier. Vous avez vu comment 2 candidats se battent pour leurs idées. Vous avez été surprise par la... comment vous réagissez à ceux qui pensent que Marine Le Pen a quand même... oui, non, moi, par rapport, a fait une bonne prestation par rapport à 2017. Oui, moi, j'ai suivi les 2 débats. En 2017, je suis restée scotchée jusqu'à 2 h de la nuit. Et hier aussi, j'ai vu que moi, j'avais été déçue en 2017 par sa prestation parce que je la trouvais assez calme, assez meilleure. Elle était plus elle était assez calme, mais elle était aussi agressive. Voilà, très incisive. Mais hier, elle était incisive, polie, réservée. J'ai aimé cette femme hier. J'ai vu une femme qui vraiment vous inspire, n'est-ce pas, sur la maîtrise des sujets, sur la maîtrise et la défense de ses opinions, même si on ne peut pas les partager, mais c'est important ça, de voir comment quelqu'un peut se battre pour son opinion et défendre cette opinion de la plus belle des manières. Je me dis, pourquoi on ne copie pas ça? Pourquoi on n'aurait pas une chose pareille en 2025? Sait-on jamais? Nous allons terminer cette émission dans quelques minutes. Nous allons rentrer dans votre jardin secret. Vous permettez? On toque à la porte. Hein? Bon, quand on toque chez moi, on entre toujours. Entrez, on va voir. Madame Béchon, je commence par votre nom. C'est une curiosité au Cameroun. Quand on dit Cyril Roland Béchon, d'abord Cyril, généralement, on croit que c'est un garçon. Je ne sais pas, à tort ou à raison. Et puis on ajoute Roland. Quand ça prend le dé, on se demande est-ce qu'on voulait absolument satisfaire un Roland. Et puis Béchon. Béchon, on cherche à l'ouest, on cherche au centre, on ne trouve pas. Parlez-nous un peu de votre nom là. Vraiment, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que je ne connais pas. Je n'ai jamais demandé, père à son ami ne vit plus, je n'ai jamais demandé à mon père d'où venait Cyril, Roland et tout ça. Mais je sais que beaucoup de gens, avant de me voir, confondent toujours, m'appellent monsieur, avant de se raviser, que chaque fois qu'on communique, ben voilà, je fais avec, je suis habituée, mais vraiment, je ne peux pas vous en dire plus. D'accord. Ouais, je n'ai jamais posé la question et malheureusement, il n'est plus là pour me répondre. Donc. Monsieur Béchon? Béchon, c'est mon nom. Béchon, il n'a pas été Cyril emprunté? Roland, c'est mon nom. Il n'a pas été emprunté? Non. Non, non. Et je le porte très fièrement. Quand vous sortez de ce plateau, de ce studio tout à l'heure, qu'est-ce qui vous reste? Vous sortez avec quoi? Quelle est la chose qui vous a marqué dans notre entretien? Dans notre entretien, qu'est-ce qui nous a marqué? Ce qui m'a marqué, c'est votre télévision, n'est-ce pas? C'est votre studio. Je suis contente de voir que votre manager fait autant de bonnes choses. J'espère que ce sera vraiment un beau et un nouveau bébé pour l'espace médiatique camerounais. Je crois qu'on en a besoin. Hein? On en a besoin. Je voudrais vous remercier au nom des millions de téléspectateurs de notre chaîne d'avoir accepté notre invitation, d'être venus et d'avoir permis aux uns aux autres de se faire une idée de ce que vous faites, de se faire une idée de ce que les ONG abattent comme travail sur le terrain, mais également d'apprendre un certain nombre de choses à la suite des explications que vous avez données aux différentes questions que nous vous avons posées. Si vous aviez un dernier mot, c'est le moment. Écoutez, les organisations civiles font un travail énorme. Nous sommes disponibles pour les populations. Nouveau Droit de l'Homme a un service d'assistance et d'accompagnement qui donne de l'aide légale aux victimes. Ceux qui peuvent, on en a beaucoup de dossiers, mais ceux qui en ont besoin vraiment, nous sommes à leur disposition. Encore une fois, merci d'être venu. Merci à vous, merci pour l'invitation. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève cette autre édition de votre émission Le Grand Salon.
Merci d'avoir regardé et à jeudi soir prochain. Bonsoir.